Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette 77e, ou devrais-je dire peut-être 77e édition de Radio Athlétique. Vous avez peut-être plus l'habitude de l'entendre comme ça. Ce soir on se retrouve, voilà, je suis animateur pour une fois, voilà, ça arrive de temps en temps. Je remplace notre ami David qui est parmi nous ce soir. On va faire la revue d'effectifs pour une belle victoire, on va espérer une belle radio pour débriefer ça. Voilà, avant la Ligue des Champions, ça fait du bien d'avoir ce genre de belles victoires. Je vous êtes déjà nombreux dans le chat. Alors bonsoir à tous, bienvenue. Ce soir, pour m'accompagner, une équipe de choc, une équipe fidèle. Alors David, dans un premier temps, je te présente un premier. Bonsoir David, comment vas-tu au poste de chroniqueur cette fois-ci? Ouais, très bien. J'aime bien switcher avec toi de temps en temps. Je l'avais fait VS Levante au début de saison avec ce penalty polémique, on en reparlait en off. Non, c'est cool de voir un petit peu l'envers du décor. Et oui, je vais bien parce que voilà, il faut remettre le match de ce soir dans le contexte. Retour de trêve, plus 3 jours, 72 heures à peine avant le déplacement à l'Etihad pour le match le plus important de la carrière de certains joueurs. On va en parler. Ben oui, donc va bien 3 points, donc 6e victoire consécutive, c'est parfait. Super, et à tes côtés, notre ami Jayan. Jayan, bonsoir, j'imagine que ça va. Voilà, dis-nous tout. Eh bah ça va honnêtement, ça fait plaisir, hein. Ça faisait quand même 2 semaines qu'on n'avait pas vu l'Atlético Madrid, là voilà, on revient. Hop, 4-1, voilà, ça fait vraiment plaisir honnêtement. 2 semaines après pas avoir eu de match en club, donc voilà, c'est sympathique. Super, avec vous, il nous rejoint dans quelques instants, il est là en attente, il arrive vraiment très bientôt, notre ami François, que vous entendrez sa douce voix d'ici quelques secondes, je n'en doute pas. Donc, je vous fais tous un bisou rapidement, je vous fais tous un bisou. Très bien François, bon, il est dans les conditions précaires, on va pas faire de détails pour l'instant, il arrive, voilà, il arrive, il va être fringant comme d'habitude, je n'en doute pas. Bien, alors, comme à l'accoutumée pour commencer cette émission, on va revenir tout simplement sur la compo de l'Atlético. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir, mais on va pas perdre le fil de cette émission. Le 11 de départ, il a été attendu après la trêve. On a eu un moment pendant la trêve où nous a été annoncé le fait que l'infirmerie était vide. Finalement, il y a eu des incertitudes. Et finalement, cette composition, je vais la reciter rapidement. On peut citer finalement un 3-5-2 assez habituel avec Yano Black dans les buts, une défense à 3, Savic, Jiménez, Renildo, Versalco à droite, Renan Lodi à gauche, un milieu de terrain, on va en reparler aussi beaucoup, Thomas Lemar, Marcos Llorente, et Geoffrey Kondogbia, et enfin une attaque à 2, Joao Félix, Antoine Griezmann. Bah écoute Giant, je vais te lancer là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette compo? Moi j'ai beaucoup lu que c'était potentiellement l'équipe type de l'Atleti. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et qu'est-ce que tu as à commenter par rapport à ce 11? Alors l'équipe type, bah je dirais, alors on en est quand même assez proche, voilà. Après le mot équipe type par rapport à l'Atlético Madrid, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Par exemple le changement entre Lodi et Carrasco, par exemple là on sait pas. Enfin moi honnêtement à cette date-là, je sais toujours pas si lequel des deux va. Ah non, Carrasco peut pas débuter contre City, c'est vrai, j'ai oublié. Mais On reviendra, on parlera de ça en fin d'émission, peut-être que c'est vrai que dans la tête du Cholo, lequel des deux est le titulaire entre guillemets principal des deux, c'est vrai que ça pose question. Voilà, on aurait pu voir Carrasco, étant donné justement qu'il n'allait pas jouer contre City parce que pour se préserver, par exemple, parce que vu que Carrasco il est suspendu contre City, pourquoi pas faire jouer Carrasco 90 en Liga et ensuite Lodi? Bon, pourquoi pas. Donc à part peut-être à ce poste-là où j'aurais vu autre chose, on retrouve un peu Thomas Lemar aussi qui a eu des soucis physiques avant un petit peu avant la trêve, tout ça, il y a eu quelques matchs où il était blessé. Donc ouais, là, je m'attendais aussi à Correa, mais Correa a été suspendu, j'avais oublié ça. Donc forcément, on a une attaque à 2, Félix Griezmann, donc puis notre défense à 3 avec Savic, Jiménez et Renildo, donc pour l'instant là-dessus, pas de souci. Ouais, tu l'as dit, c'est effectivement Correa qui était suspendu. Alors c'est une statistique qui est très intéressante à noter. C'est le premier match manqué par André Correa avec l'Atlético depuis le 13 août 2020. Un certain match contre le RB Leipzig. Ça faisait 587 jours qu'il n'avait pas manqué un match avec l'Atlético. C'est assez incroyable. David, toi qui as vu cette compo en quelques mots, qu'est-ce que tu en dis justement? Lodi, Carrasco, les postes un peu clés, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, en fait, on a parlé d'équipe type. Vous m'entendez là? Parce que mon Discord ne répond plus. Vous m'entendez? On t'entend bien. On t'entend pas. Ok, ça va. Donc l'attaque type de Simeone, certainement. Griezmann Félix, je pense que c'est clair maintenant depuis quelques semaines. La défense type avec un Renildo qui a mis
Je pense aux oubliettes, Hermoso étant mieux, donc oui. Et le milieu, bah oui, forcément, je rejoins Jaren, il y a tellement de choses encore possibles entre Lodi et Carrasco sur les dernières semaines. Et le milieu à 3, je dirais pas type quand même. C'était pas le milieu type aujourd'hui, parce que un milieu type de Simeone, il y a toujours Coquet dedans, quoi qu'il soit, quoi qu'on soit son niveau, que sais-je, il y aurait Coquet dedans, c'est sûr et certain. Donc moi, je verrais plus, d'ailleurs on va en parler, je pense à la fin, mais la compo pour City, Coquet sera dedans, Kondogbia évidemment, et Llorente peut-être, sauf si il est remis piston droit, mais voilà, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à bricoler au milieu pour mardi. Ok, ouais, c'était une question que j'allais poser par rapport au milieu de terrain. C'est vrai que beaucoup considèrent aussi que ça peut être le milieu type parce que beaucoup de complémentarité entre Lemar très technique avec un petit gabarit, Kondogbia qui a montré qu'il a été capable d'être le titulaire au poste de 6, et Llorente effectivement très remuant, mais on va en parler, ça a donné lieu à des bonnes phases et des un peu moins bonnes phases par moment, donc on va revenir sur tout ça. Alors peut-être peut-on se plonger dans le match, à part si vous avez encore des commentaires sur cette composition. Non, je pense que c'est bon. Enfin, c'est vrai, les compos pour City va avoir des balles. Parce qu'il y a tellement de joueurs disponibles que ça va être intéressant. Ouais, tout à fait. Comme tu dis, c'est vrai que pour ceux qui nous regardent, on va rester sur la structure type de cette émission. On va d'abord parler du match et en fin d'émission, on reviendra je pense de manière assez complète sur le match contre Manchester City. On va faire une sorte d'avant-match, le 11 espéré par les chroniqueurs. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas, on va en parler, on l'a en tête. Donc, pour rentrer tranquillement dans ce match, on a quand même des premières minutes qui sont très intenses. Diane, on va en reparler avec toi parce que on a dès la 7e minute un super centre de Lodi. Lemar peut-être un petit peu mal placé, qui la rate, qui fait un peu le même appel que Joao Félix dans la surface. Et dès la 9e minute, justement, je parlais de Lemar, on a un but refusé pour hors-jeu. Est-ce que tu peux revenir sur cette occasion, ces deux occasions, juste avant le but, qui déjà font démarrer le match sur les chapeaux de roue, si je puis dire? Ouais, c'est là où on commence très bien, une très bonne première période, un très bon début de première période, justement. Et c'est vrai qu'on va parler du but hors jeu de Lemar. Vraiment, c'est dommage, tu vois, c'est que c'est Lodi, justement. C'est Kondogbia qui vraiment fait une très belle passe pour le coup à Renan Lodi. Le problème, c'est que Lodi, il est vers l'avant et forcément, du coup, il n'est pas totalement couvert, donc il est hors jeu. J'avais eu sous le coup, pardon. Et le centre, après, Lemar la reprend bien, mais ça finit dedans. Mais le problème, c'est qu'il est hors jeu. Et ouais, l'action d'avant, alors j'ai plus totalement en tête, pardon. Mais ouais, c'est pareil, Lemar, je pense qu'il peut faire un petit peu mieux, mais bon. Voilà, il retrouve un peu aussi son placement. Ça fait un petit temps qu'il n'avait pas joué avec l'Atleti, donc voilà. Ok, et ouais, effectivement, donc but hors jeu, mais en tout cas, voilà, cette volonté toujours d'aller vers l'avant. Le but était beau, hein, comme tu l'as dit, voilà, belles actions. Et puis, on voit en fait, dans les 10 premières minutes, précisément à la 11e sur le coup, action suivante directement, but de Félix. Alors, David, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Voilà, bon super, écoute, je vais te lancer dessus. But de Félix, il était assez seul, mais la construction est quand même super. Ouais, quelle belle séquence, parce qu'elle se déroule vraiment sur tout le terrain. On part côté gauche avec Lodi, avec des 1-2 vraiment dans l'entrejeu entre Llorente, Lemar, Kondogbia. Vraiment assez facile. Hein. Bon, en face, c'est quand même que le Deportivo Alavés, mais voilà, rondement mené, vraiment une exécution parfaite. Et le centre de Versajko, on sait que Versajko n'est pas le meilleur piston droit du monde, mais quand il arrive comme ça à calibrer ses centres, c'est très intéressant, fort, vraiment pas très en hauteur. Et puis Félix, j'aime bien quand même le jeu de tête de Félix. Je pense qu'il a tellement de panoplie, il y a une grande panoplie, vraiment beaucoup de facettes dans son jeu. Et je trouve que son jeu de tête, on l'a peut-être pas assez mis en évidence, mais il est de mieux en mieux, je trouve. Et voilà, il saute assez haut, vraiment imparable. Donc Joao Félix et son jeu de tête, je trouve que c'est un point intéressant dont on parle rarement. Et voilà, on sait de quoi il est capable maintenant. Ouais, tout à fait, tu fais bien de le souligner. C'est vrai que notamment, je pense au but qu'il avait marqué, qui avait été refusé d'ailleurs assez injustement contre Grenade. Il marque de la tête, alors que il y a une petite poussette sifflée à ce moment-là, alors qu'il s'était bien démarqué. Si je me trompe pas, est-ce qu'il n'a pas aussi mis un but? J'avais pas vu ce match, c'est pour ça, mais en Super Coupe face à l'Athletic, passé contre son camp par le gardien de Bilbao, mais je pense qu'il saute assez haut aussi. C'est fort probable. Puis il a suivi United aussi. Et puis oui. Évidemment. Tout à fait, bien sûr. Il n'y a rien qui nous rappelle à l'essentiel, mais oui, tout à fait, t'as raison. Non, mais voilà, est-ce qu'il devient pas aussi fort même avec ce jeu de tête? Donc, affaire à suivre. Il se casse un peu. Vas-y. Chicos. Voilà, Chicos. Voilà, on a le retour de François, parfait. T'as pas raté grand-chose, on en était au but, au but de Joao Félix. Donc, but. Tout à fait. Ok. Quel but. Voilà, but de la tête, on le voit justement, son jeu de tête qu'on mettait pas forcément assez en avant.
On Et parlait de son but. est-ce que vous avez loué la combinaison avant qu'il y a eu magnifique qui part de Llorente? Écoute, tu peux nous la décrire. C'est vrai que j'ai passé rapidement là-dessus en disant que la combinaison était belle, mais tu peux nous la décrire si tu veux, y a pas de souci. Ouais, en fait, elle est originale parce qu'on retrouve des joueurs dans des registres, soit dans lesquels on les attend, soit dans lesquels on ne les attend pas du tout. À savoir, on a commencé par Llorente, qui fait une passe qui casse complètement la ligne des milieux d'Alaves, qui est magnifique. Honnêtement, c'est une très belle passe. Un 1-2 entre Lemar et Griezmann, suivi d'une passe en profondeur pour Verchalco, qui ensuite ajuste son pied comme si c'était Trippier. On était vraiment sur une action pur jus Atlético de l'année du titre, et ça faisait plaisir à voir avec des joueurs dans des registres un peu différents de ce qu'on connaissait la saison dernière. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé la combinaison en plus du but. Ouais, tout à fait, tu viens de le souligner. On a un commentaire de Thomas là qui nous complète justement ce qu'on disait sur Joao. Joao a toujours eu une belle détente, manquait juste la qualité de son jeu de tête qu'on pourrait comparer à Iota, dit-il. Iota, en tout cas, voilà, c'est vrai que s'il y a amélioration, on le constate ces derniers temps, il devient quand même assez complet. On en reparlera des statistiques assez incroyables, Joao Félix en ce moment. Alors, c'est vrai que ce but, il vient conclure un premier quart d'heure assez très bien organisé, très bien ordonné de la part de l'Atleti, mais qui précède une phase peut-être un petit peu plus complexe. Je pense notamment à partir de la 18e minute à une première action litigieuse, à Alaves qui se procure un corner. J'aimerais vous entendre là-dessus parce que... merci Kuhn qui nous prend un abonnement de nouveau, qui s'abonne, qui est fidèle, donc merci à toi. Cool. Merci Kuhn. El Kuhn. Exactement. Donc à ce moment-là, effectivement, la première action litigieuse dans la surface de l'Atleti, je disais parce que, eh bien, un potentiel penalty pour Alaves, ça a duré longtemps pour finalement n'aboutir à rien. Éventuellement, Giant, j'aimerais t'entendre là-dessus. C'est vrai qu'on n'est pas forcément trop à s'étendre sur l'arbitrage dans l'émission, mais on en reparlera de nouveau, j'imagine, de l'arbitrage dans ce match. Penalty ou pas? Très rapidement. Non, honnêtement, si ça avait été sifflé, bon après je pense que ça va être quand même assez sujet à débat chez tout le monde, je pense. Mais si c'est sifflé, on va pas crier au scandale non plus parce que bon, Lodi, je pense, il peut faire autre chose. Maintenant, que ce soit pas sifflé n'est pas un scandale non plus. Voilà, pour faire simple, je vais pas m'attarder là-dessus. C'est pas une honte, mais pour moi, il y a plus pas penalty que penalty. François, d'accord avec ça, toi qui certainement vu l'action? Oui, alors j'aurais été arbitre, j'aurais sifflé penalty, mais j'étais pas arbitre et depuis le début du match, il laissait beaucoup jouer sur un match qui a été quand même très physique, faut le souligner, où il y avait beaucoup de chocs, beaucoup de fautes. Donc j'ai pas été surpris qu'il siffle pas penalty vu sa façon d'arbitrer le match. Donc on va dire que c'est pas une polémique au vu de tout l'arbitrage du match. Par contre, je trouve que l'arbitrage a été mauvais et que ça fait partie des choses qui auraient pu être sifflées avec un autre arbitre. Tout à fait, je pense qu'on est assez d'accord avec ça sur le côté unifié d'un arbitrage assez perdu. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu l'action, effectivement, voilà, c'est un coup de coude de Lodi sur le joueur d'Alaves au moment où le corner est tiré. Et effectivement, le coup de coude paraît être, disons pas forcément volontaire, mais ça dévie effectivement l'intention du joueur. Et oui, effectivement, ça aurait pu siffler, mais c'est ça qui est assez incroyable. À côté de toutes les erreurs qu'il fait, eh bien, ça devient presque mineur, alors que c'était un potentiel penalty quand même pour Alaves à ce moment-là du match. Et puis, je dirais après cette action litigieuse, je l'ai noté à la 18e minute, on en a une autre à la 22e où il y a une erreur de Lodi, une énorme erreur d'appréciation, pardon, avec une passe en retrait très hasardeuse et qui permet à Alaves encore une fois de se procurer une occasion. Est-ce qu'à ce moment-là, l'Atleti ne s'aborde pas? J'aimerais vous entendre là-dessus parce qu'on a l'impression qu'on a le match en main, on est seulement aux alentours de la 20e minute et on sent déjà quelques signes de faiblesse. Est-ce que c'est pas inquiétant ça de se dire que on est devant et qu'on laisse des opportunités, en tout cas qu'on se saborde seul? Vas-y David. Hein. Comment? Oui, non, c'est vrai que t'as pas vu les 30. Non, allez-y, ouais. J'ai oublié. On va lancer David après, allez-y, ouais. Non, j'avais oublié cette info. Non, il y a comment dire, c'est une période de match effectivement très instable où on sent que l'Atlético se perd. Et moi, à ce moment-là, j'ai eu peur qu'on retrouve un peu le style de jeu, on l'a vu après de toute façon, de la première partie de saison où on arrive beaucoup moins bien à garder le ballon, à faire des choses avec, on est très vite bloqué par un pressing. Et donc oui, à ce moment-là, moi j'avais peur. Et la passe de Lodi, c'est une passe ratée à cause de la concentration. Et donc je me dis, si on perd notre concentration à la 20e, qu'est-ce qui va nous arriver avec Alaves après? Parce qu'on sait qu'ils nous ont battus à l'aller. Donc il n'y avait pas intérêt à se louper sur ce match-là. Donc ouais, à ce moment-là, moi j'avais plutôt peur de ce que pouvait faire l'Atlético.
Je peux comprendre, surtout qu'en plus, tu dis, voilà, on se perd. Et puis, c'est à ce moment-là, c'est ce que j'ai noté après, c'est l'arbitre qui se perd. Parce que finalement, il y a cette espèce d'action litigieuse à la 18e, mais en fait, elle laisse pas présager ce qui va se passer après. C'est-à-dire, après les 25 premières minutes, un arbitre qui est complètement perdu, qui perd le contrôle du match. Moi, je pense notamment à ce tacle de deux joueurs d'Alaves qui taclent Lemar, des énormes fautes de part et d'autre d'ailleurs, parce que l'Atlético en fait beaucoup, Alaves en fait beaucoup, aucun carton n'est dégainé de la part de l'arbitre. On a presque l'impression qu'il n'y a aucune volonté d'endiguer cette espèce de folie des deux côtés. Et puis, il y a beaucoup de coups francs tirés. Moi, ça devient un peu n'importe quoi à ce moment-là, franchement. Vraiment, la stat, d'ailleurs, une stat qui, voilà, c'est que le premier jaune est sorti à la 72e minute dans un match vraiment assez haché avec plein de fautes. Vraiment, c'est quand même un peu irréaliste quand même. C'est un match où il aurait dû avoir 6 ou 7 jaunes, je pense, et 3 jaunes en première mi-temps d'entrée de jeu. Assez facile. Et d'ailleurs, voilà, tu parlais de plusieurs jaunes. La dernière action, c'est vrai que je passe vite sur la fin de la première mi-temps parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de choses à dire. Voilà, mis à part quelques. Fin de mi-temps assez pauvre. C'est ça, quelques beaux gestes techniques à l'image d'une talonnade de Lemar, mais voilà, ça va pas aller sur des actions vraiment très grosses. Non, par contre, la dernière action importante de cette première mi-temps, c'est la faute de Versalco à la 45e minute. Je vois parler dans le chat de Rouge. Il aurait été mérité, les gars, on est d'accord. Totalement. Pour moi, il n'y a pas d'hésitation possible. Une faute comme ça, quand tu arrives, que tu déboîtes limite la tête du gars en face avec ton coude, évidemment que c'est rouge. Évidemment que c'est rouge. Et Verchalco est très chanceux de ne pas avoir pris rouge là-dessus. Et voilà, depuis la 20e, j'avais ces sentiments de peur, de perte de contrôle. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah c'est bon, c'est perdu. Et quand j'ai vu qu'il mettait pas le rouge, je me fait bon, on a encore une chance de s'en sortir. C'est vrai que Versalco, il a tendance à ce geste qui pourrait punir toute une équipe. On se souvient à Arsenal, je pense qu'il prend 2 jaunes en 13 minutes lors de cette demi-allée, la fameuse demi-allée. Voilà, on n'est pas à l'abri avec le Croate, malheureusement, de maladresse qui pourrait coûter cher, en effet. Bah, je pense que c'est ce qui lui coûte sa place à très haut niveau sur le long terme à chaque fois. Là, il profite d'une situation de court terme où il n'y a pas vraiment d'autres joueurs à ce poste-là. Mais je pense que c'est pour ça qu'il n'arrive pas à être titulaire dans des grandes équipes à cause de ses sautes de concentration, de perte de contrôle. Ah bah oui, est-ce que Vaz était... Oui, il était sur le banc aujourd'hui, hein, Daniel Vaz. Sur le banc. Tout à fait. Oui. Mais il rentrait bien sûr. C'était peut-être Tout à fait. Et oui, mais c'est vrai que Wardem le souligne, non, même pas carton jaune à ce moment-là. Il y a vraiment, il y a faute et point quoi. Donc c'est vrai que ça vient conclure, je pense, une copie arbitrale en première mi-temps qui va pas forcément s'améliorer en deuxième, mais une copie arbitrale qui est mauvaise quoi. Voilà, faut le dire tout simplement. Des deux côtés, on n'est pas là à dire que l'arbitre a été mauvais contre nous, mais là des deux côtés, il a été assez dépassé. Cette première mi-temps où on mène sans avoir encaissé de penalty, sans avoir encaissé de carton rouge. Est-ce que c'est un exploit cette première mi-temps en quelques mots avant de passer à la seconde? Finalement, alors que le premier quart d'heure était maîtrisé. Je pense que c'est le genre de match où on peut vraiment parler de réussite. Parce que la réussite, c'est pas que devant le but, c'est aussi dans les faits de jeu en général. Et je pense qu'on a eu énormément de réussite sur cette première mi-temps. Ouais. Je peux être assez d'accord avec ça. Ouais, bah effectivement, Kuhn qui nous dit qu'on n'a pas su tuer le match au bon moment. On va parler de la deuxième mi-temps. Tu commences à parler, Kuhn, des changements. On va y venir. Justement, en seconde période, début de seconde période, on va y passer tout de suite. On a déjà 2 changements à la mi-temps. Le fameux Carrasco qui rentre à la place de Lodi et Lemar qui cède sa place à De Paul. Ces changements-là, est-ce qu'ils sont logiques? Est-ce qu'ils sont seulement en vue du match de Ligue des Champions ou est-ce que c'est des ajustements par rapport au match? Mais est-ce que Lemar, c'est pas plus une précaution parce que je pense, il sort pas blessé Lemar, mais je sais pas, il y a plusieurs moments quand même où j'ai trouvé qu'il avait un petit peu de mal par rapport aux fautes qu'il a pris. Donc je sais pas s'il y a aussi une précaution physique pour Lemar, surtout qu'il n'avait pas enchaîné depuis un petit temps quand même. Donc je sais pas si. Mais sinon, je pense que Carrasco pour Lodi, c'est vraiment pour penser à mardi. Hein. Je les trouve logiques parce que Lodi va, oui, comme dit Jayan, jouer mardi. C'est quasi sûr, vu que Carrasco est suspendu. Donc là, c'est du poste pour poste. Et De Paul, Lemar, on joue avec notre profondeur de banc. On est vraiment dans un moment de la saison où l'Atlético a enfin un effectif, on va dire, complet, quasiment complet. Et donc, on peut se permettre à la mi-temps. N'oubliez pas que maintenant, il y en a 5 en Liga. C'est quand même un atout important pour une grande équipe comme l'Atlético qui a beaucoup de joueurs sur le banc. Et là, il fait un poste pour poste, Lemar, De Paul. Je trouve ça logique. Sincèrement, je trouve ça logique. Et voilà...
on l'a vu de toute façon à la fin, quand même, que le physique l'a emporté quand même sur le match à la Veste. À partir du 1, n'a plus rien su faire et l'Atlético a déroulé. Mais voilà, je trouve que les changements, moi, sont tout à fait compréhensibles. Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, même si ces changements-là, alors, on a plutôt, c'est étrange parce que c'est vrai qu'on a le sentiment d'avoir quand même plutôt le match en main dans la mesure où, effectivement, la fin de la première mi-temps est moyenne, mais quelques erreurs, quelques imprécisions des Colchoneros, franchement, une entrée dans cette seconde période qui est pas excellente, qui est même plutôt mauvaise par rapport à ça. On a un premier quart d'heure de seconde mi-temps où je note quasiment pas grand chose parce qu'en fait, mis à part des approximations et des pertes de balles, il se passe vraiment pas grand chose. Moi, la première note que j'ai, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est à la 57e avec la Guardia qui est proche d'égaliser pour Alaves sur coup franc. Heureusement que Versalco, je dirais, met son corps en opposition pour empêcher les joueurs d'Alaves de se mettre dans la meilleure situation parce que dès l'heure de jeu, un petit peu avant l'heure de jeu, on aurait pu se faire punir sur cette action. Clairement. Ouais, on est sur un match qui commençait comme le nombre de mi-temps qu'on a pu voir de l'Atlético cette saison comme ça. Mais à l'inverse, d'habitude, on avait tendance à voir une première mi-temps très saccadée, très difficile, comme ce début de deuxième mi-temps-là. Et on voyait plutôt en deuxième mi-temps ce qu'on a vu en première mi-temps. Donc là, ouais, c'était assez étonnant. Et encore une fois, je pense que c'est dans la continuité, ce début de deuxième mi-temps, de ce qui s'est passé en fin de première, c'est-à-dire qu'on subit, ce qui est quand même assez étonnant face à un presque relégable ou presque relégué plutôt. Et pourtant, on avait des ressources et je pense que c'était juste le temps que les joueurs s'adaptent entre eux, se remettent en bloc, qui a un peu changé avec les changements. Donc je pense que ça a joué. Et moi j'aimerais bien rebondir sur ce que disait Mathieu sur ce début de deuxième mi-temps et qui m'inquiète particulièrement pour mardi soir. C'est en effet les approximations, tu les as notées, mais c'est De Paul et Kondogbia. Quand ils reçoivent le ballon dos au jeu, il y a panique. Il y a panique parce qu'ils ne sont pas assez vifs ou talentueux pour se retourner instantanément et dribbler. Et souvent, ils essaient de faire une passe en un temps sans regarder. Mais le problème, c'est que ici, ça aboutit à des frappes vraiment hors cadre. Le problème, c'est que si vous ratez votre passe mardi soir dans cette zone, c'est De Bruyne à la frappe. Et donc, voilà, moi, je panique déjà par rapport à mardi soir quand ils recevront comme ça le ballon dos au jeu entre la demi-lune et le rond central dans notre camp et qu'il y aura le pressing de City là à 3-4 joueurs autour du porteur. Sincèrement, c'est là où l'Atlético risque de couler. J'espère qu'on sera fort. Mais bon, voilà, il faudrait être très fort à la relance. Kondogbia devrait être dans un grand jour, vraiment, parce qu'en tant que numéro 6, c'est lui qui reçoit le plus de ballons d'eau au jeu. Et voilà. Mais ces zones-là, en effet, à la Veste, aujourd'hui, ils l'ont bien fait. Ils ont pressé comme ça 2 à 3 fois. De Paul et Kondogbia ont raté leur passe et ça a abouti à des frappes. Mais bon, hors cadre. Mais voilà, pour mardi soir, ça sera De Bruyne, comme j'ai dit, à la frappe, quoi. Tu fais bien de le souligner. Alors, c'est vrai que c'est marrant parce que dans le chat, on a des avis qui sont assez, je dirais pas indulgents, mais je trouve qu'il n'y a aucune mauvaise performance ce soir. Alors, on en reparlera dans les top flops, mais c'est vrai qu'on n'a pas le sentiment d'avoir un joueur en particulier qui va faire beaucoup d'erreurs. Et à l'inverse, tu vois, on a Thomas qui nous dit ce soir De Paul m'a vraiment rassuré. On est sur la continuité de ses performances en sélection. On en reviendra encore une fois dans les individualités, mais comme tu dis, c'est intéressant de souligner, malgré le fait qu'on aime beaucoup son jeu, notamment balle au pied, eh bien il y a ce truc de, voilà, quand il y a un pressing, parfois une sorte de difficulté à s'en sortir. Ouais, justement, c'est pour ça qu'il me rassure pas. Et c'est pour ça que le terme rassuré, voilà, je le mets entre guillemets parce que voilà, ça dépend des phases de jeu, et je pense que voilà, sans ballon ou plutôt avec ballon face à un pressing, c'est parfois plus compliqué. Son match au Betis, c'était vraiment révélateur enfin voilà, il nous a pas rassuré. Il a été bon dans certains aspects offensifs parce qu'il mène à des buts, mais voilà, Mathieu, tu l'avais mis flop, hein, c'est dire, malgré qu'il avait fait une passe décisive, je pense, ou deux, voilà, donc il nous avait pas rassuré du tout, mais voilà, c'est De Paul. Hein. C'était dur de ma part, mais je me souviens avoir pris cette décision, effectivement. Alors, justement, quelques difficultés en début de seconde période. À l'heure de jeu, on aurait pu avoir une action qui nous mettait à l'abri. Rappelez-vous, Félix, qui a le ballon, qui fait justement cette remontée de balle alors qu'il est à peu près seul. C'est-à-dire que les défenseurs d'Alaves, à ce moment-là, couvrent au maximum Griezmann et Carrasco qui attaquent. Et là, Félix qui va servir Griezmann, qui est finalement hors jeu, qui manque son face-à-face. François, à la limite, c'est toi qui vas nous décrire cette action parce que, première question, c'est pas le premier raté de Griezmann, est-ce que ça c'est inquiétant? Et deuxième question, Carrasco, il était mieux placé, non? Que le Français devant pour recevoir le ballon. Alors, après, moi, je rejette pas tellement la faute sur Griezmann sur cette action-là. C'est étonnant de ma part, mais c'est vrai, parce que j'ai quand même beaucoup critiqué avant, et je continuerai de le faire.
Mais moi, je pense que la faute revient plutôt à Félix qui ne fait pas le bon choix. C'était à lui de voir que c'était Carrasco le mieux placé et pas Griezmann. Donc après, je pense qu'il y a un phénomène de complicité entre attaquants titulaires qui se fait et qu'il a plus vu qu'il a vu Carrasco. Mais effectivement, Carrasco était mieux placé, pas hors jeu. Il pouvait tout à fait enrouler sur son pied droit. On sait qu'il est capable de le faire. Avec sa feinte de tir, il rentre intérieur, il frappe. On savait qu'il était capable de le faire. Et en revanche, oui, après Griezmann, il reçoit un peu le ballon par derrière. Il est obligé de se l'amener du pied droit. Et après, en termes de finition, c'est un peu plus compliqué pour la mettre. Après, évidemment, le Griezmann qui est parti de l'Atlético met ce but-là tous les jours. Le problème, c'est qu'on n'a plus ce Griezmann-là. On le voit aussi bien en équipe de France qu'à l'Atlético et qu'on l'a vu au Barça. Et on n'a plus le Griezmann finisseur, tueur devant qui existait. C'est plus un Griezmann organisateur qui fait des combinaisons. Donc je suis pas étonné de le voir rater, pas spécialement déçu non plus. Mais je pense qu'en fait, il faut surtout qu'on revoie nos attentes à la baisse avec Griezmann, aussi mal que ça puisse nous faire de se dire ça. Moi, je le vois plus comme un facilitateur de jeu maintenant. Oui, Voilà, oui, entre c'est les ça, lignes, quand je parlais de comme combinaison, ça va être ça. comme la passe à Porto, par exemple, sur le 0-2 à Correa. Il Oui, s'excentre, il fait une belle passe entre deux hommes, et voilà. ou comme la combinaison qu'il fait avec Lemar en recevant le ballon de Llorente sur le premier but. Exact, ou alors le centre à Manchester après la talonnade de Félix. Enfin, voilà, ça c'est Griezmann 2021 de quoi. Maintenant, le buteur, il est portugais, on sait bien, il attaque la surface comme il le fait très bien, et voilà quoi. Au moins, on a les rôles partagés. Mais c'est vrai que oui, je faisais référence notamment à la dernière radio que j'ai pas faite juste avant la trêve où Griezmann, si je ne m'abuse, rate un face-à-face sur lequel là il était pas hors jeu. Je sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière, peut-être que vous me corrigerez, mais en tout cas, l'un des derniers matchs avant la trêve où il a ce face-à-face sur le côté un peu excentré. Il la rate aussi, l'action est très différente, mais ça m'y a fait penser dans la mesure où. Face au Rayo, il y a une belle Ah, c'est ça, occasion c'est ça, qu'il face au Rayo. rate. Ouais. Donc voilà, je dirais que vous l'avez très bien résumé. Moins ce côté finisseur, ce côté tueur devant le but, c'est dommage. C'est Et même dommage. en équipe de France. Même en équipe de France, oui, tout à fait. ça se voit, hein. Il a complètement changé de rôle. Il est plus du tout devant le but comme il a pu l'être C'est ça. jusqu'en 2018. Même en 2020. Donc c'est vrai que cette action qui, pour revenir au contexte, aurait pu nous mettre à l'abri dans une phase, je dirais, de temps faible pour l'Atleti, Oui. et ce qui devait arriva finalement. On aurait pu se mettre à l'abri 3 minutes après, 63e. Escalentes qui marque de la tête. Allez, Giant, tu nous le décris celui-là. Qui est fautif? Si, fautif il y a, si je puis me permettre. Non, bah, pour moi, c'est quand même assez partagé entre Savic et Jiménez, vraiment, qui, voilà, déjà, le placement, enfin, déjà une passivité, vraiment. Là, c'est nous, bah, c'est vraiment à ce moment-là aussi où ça va pas. Il y a une passivité défensive, genre le ballon, il a le temps d'arriver sous la tête de, je n'ai plus le nom du buteur, c'est Escalante. Ouais, et personne réagit, genre la tête, puis la tête, bon, sa tête est relativement bien placée, donc au Black, je pense pas qu'il puisse vraiment y aller. Donc, ouais, alors, je veux juste noter aussi, avant, pareil, 2 minutes avant, un bon tir de Llorente, c'est pareil, si ça passe un petit peu plus intérieur, bah, c'est dans le but, mais bon, voilà. Il y avait ça aussi, on n'avait pas parlé. On aurait pu se mettre à. Llorente, l'année passée, il l'aurait mis, celle-là. Ça, ouais. Bah, c'est vrai que je l'ai passé parce que l'action de Griezmann me paraissait plus marquante, mais c'est vrai que l'action de Llorente, vous avez raison, est encore plus récente avant le but. Et oui, ça peut être encore plus frustrant. Surtout qu'on sait que Llorente 2020-2021 la met, mais tous les jours aussi, celle-là. Autant le Griezmann de l'époque, il la met aussi, mais celle-là, voilà, Llorente l'année dernière, c'est but. Hein. Et je sais même pas si cette année, il a déjà marqué en Liga, cette année, Llorente. Si, il en a mis un. Ah, l'année dernière, il était à beaucoup plus que ça, donc je sais plus. Je crois bien. Mais hier, l'année dernière, il a fait le double 10. Il a fait 11 buts, 10 passes D ou 10 buts, 11 passes D. Mais il était dans une forme que je pense qu'on verra jamais. Olympique. Oui, bah littéralement, ouais. Moi, pour revenir sur le but, j'ai quand même un coupable. Hein. Il s'appelle De Paul aussi. Ah, j'allais le souligner. C'était la question que j'allais non, poser. c'est De Paul. Je suis désolé, c'est De Paul parce que le but vient de la deuxième ligne. Et c'est De Paul qui doit avoir vraiment la vision sur ce joueur qui passe dans son dos, en fait. Et De Paul, lui, il regarde simplement le centre sur le côté. Donc, il regarde pas, finalement. Il fait pas son boulot défensif. Je pense pas que Jiménez et Savic soient mal placés parce que c'est la ligne vraiment encore en dessous, donc c'est encore plus bas. Le but vient de la deuxième ligne adverse, les gars. Donc c'est De Paul qui fait pas son boulot, ils sont replis. Bon, c'est pas facile parce que l'appel est très bien fait, croisé dans le dos, mais peut-être que De Paul est un petit peu trop inattentif sur l'action. Et donc du coup, voilà, pour moi, il a un gros pourcentage de responsabilité sur le but encaissé. Ah, et je reviens sur ce que j'ai dit, Llorente n'a pas marqué cette saison. Ok. Donc, ok, rectification, toujours pas de but pour Llorente. Et voilà, finalement, ça va être assez d'accord.
pour De Paul. C'est pour ça que j'allais vous poser la question, parce que pour moi, le fautif sur le but, c'est lui. Peut-être qu'il aurait pu suivre l'action, il y aurait eu but quand même, mais là, il le laisse totalement seul. Donc, Mathieu, ça me fait peur, parce que Gundogan, il aime bien faire ça. Et on note, c'est vrai qu'on va en parler de City, mais c'est vrai que voilà, c'est pas le même adversaire. Après, est-ce que va y avoir un effet enjeu Ligue des Champions? On verra. Mais c'est vrai que les phases défensives qu'on a vues aujourd'hui qui nous ont fait peur, il y a de fortes chances qu'on le paye cash mardi, quoi. À tous les coups, cette phase-là du but encaissé, City, vous en mettent, ils font 5-6 matchs et ils mettent 2-3 buts, hein, parce que c'est un ailier qui fixe, une deuxième ligne qui monte et... Enfin bref, on en reparle. Écoute, oui, pour l'instant, on va rester sur la victoire, optimisme garanti. Bon, alors, je ne l'ai pas parlé là aussi, mais juste après son manqué, ou plutôt son hors-jeu, Griezmann est sorti pour Suarez, formation qui va être importante à l'avenir. Justement, premier carton du match pour Llorente à la 72e minute. Tu l'as dit, Jayan, au début du débrief, c'est assez lunaire que ce soit le premier à ce moment-là. Je pense qu'on va pas rajouter de commentaires par rapport à ça, l'arbitrage a été mauvais. Qui est remplacé par Cunha. Et alors là, 74e minute, les amis, est-ce que c'est son premier ballon? Penalty obtenu par Matheus Cunha. Ce joueur, parlons-en de Matheus Cunha. Ça fait combien de temps qu'il n'est pas là? Et il nous obtient le penalty sur son premier ballon. Ça nous avait manqué. Hein. J'ai besoin d'en entendre un là-dessus, c'est trop. Cunha, c'est trop. Moi, je suis content parce que il n'est pas là, en effet, depuis... il s'est blessé contre qui, justement? Oh, j'ai oublié. Bref, il s'était blessé au genou, hein, je pense. Mais voilà, il était quand même présent. Il était présent, mais sur les réseaux sociaux, Cunha. Et pour le suivre vraiment, enfin, si vous le suivez, etc., il est là en fait. Il était dans le club vraiment. On sent qu'il est amoureux de l'Atlético, ce gars. Il allait voir tous les matchs. Souvenez-vous, contre Manchester, je pense qu'il filmait sa télé ou il était avec. Enfin, dans Manchester, il filmait sa télé, mais il célébrait comme un malade avec sa famille. Enfin, bref, Cunha, vraiment, c'est un supporter du club, c'est ça qui est bien. Et voilà, quel beau retour aujourd'hui. Il est vraiment intéressant comme ça quand il rentre. Il est frais, il est vraiment très, très fort. Et puis voilà, le penalty, il l'obtient, je pense, de manière très juste. Très juste, il y a faute, il n'y a rien à dire, sa chaussette en témoigne, elle était trouée je pense, mais voilà, il temporise, il fait un petit geste et penalty obtenu facile. J'ai cru que l'arbitre n'allait pas donner le penalty moi à un moment. Oui, l'arbitre vraiment, il a mis, je l'ai vu pendant 5, 6, 7 secondes, je me dis mais attends, et non, il a fini par le suivre, de toute façon au pire il y aurait eu l'avoir, la chaussette de Cunha, voilà. Après pour tempérer un petit peu, j'ai vraiment pas compris dans quelle situation le jeune s'est retrouvé à faire cette faute là, genre parce que pour moi il n'y avait pas de danger il l'a cherché, ça se voyait Cunha qui se décalait sur la gauche. Là, il allait pas chercher le but. Quand il a vu qu'il se faisait enfermer, il allait chercher le penalty. Moi, je l'ai vu comme ça. C'était vraiment le fait d'aller pousser à la faute le défenseur. C'était écrit. Vraiment, c'était écrit. C'était vraiment un coup de savate en plus de la part de le jeune. Il est vraiment très peu. Il est rentré dans le jeu de Cunha. Il est rentré dans le jeu de Cunha à une vitesse assez incroyable. Et en tout cas, tant mieux pour nous parce que ça arrive à un moment qui est très très important, à un quart d'heure de la fin du match. Enfin. J'ai mentionné la rentrée de Suarez, je pensais pas avoir à le faire, parce qu'il marque sur penalty. Voilà, on n'a pas besoin je pense, d'écrire ce penalty en long, large, en travers, très beau contre-pied. Enfin, Suarez qui retrouve le chemin défilé. Alors, non pas qu'il n'avait pas marqué depuis longtemps, mais c'est intéressant, je trouve, qu'un joueur, même si voilà, il a accepté sa situation, etc., en sortie de banc, soit capable de marquer, même sur penalty. Donc, ça fait plaisir par rapport à ça. Et ce qui est beau à voir aussi, c'est la hiérarchie sur le penalty. Suarez a beau être entrant, être remplaçant depuis plusieurs matchs, c'est à lui qu'on laisse le penalty. Donc je trouve qu'il y a quand même une belle entente dans l'équipe et voilà, il y a une hiérarchie malgré sa place sur le banc qui fait que c'est lui qui tire et je trouve ça beau, je trouve ça cool. Ça aurait pu être Félix par exemple. Ouais, très juste, très juste. Et pendant ce temps-là, voilà, pour célébrer le but de Suarez, on a Kun qui offre un abonnement à Wardem. Merci Kun, disons quelle générosité, c'est assez hallucinant en cette soirée de victoire. Donc effectivement ce but de Suarez, et puis là ça ne s'arrête plus. 82e minute, Félix qui fait un travail absolument fabuleux sur le côté gauche. Est-ce que je le laisse à quelqu'un? Allez, je le laisse à quelqu'un celui-là. David, décris-nous ce magnifique but. Mais oui, Félix en grand enjambé, mais j'aime bien aussi la
passe de Kondogbia, ça spécial, parce qu'il nous l'a sorti quelques fois cette saison, qui décale vraiment Félix qui écarte, on va dire, Félix quasiment sur la ligne. Voilà, le joueur d'Alaves glisse un petit peu, mais ce que j'aime bien, c'est le contrôle vraiment en un temps de Félix qui permet de prendre de la vitesse et il le dribble assez facilement. Et puis la fin de l'action est assez comique parce que voilà, Cunha fait un raté, il rate complètement sa petite reprise là, on peut dire que c'est quand même, s'il n'y avait pas eu but, ça aurait été de la faute de Cunha. Mais voilà, magnifique extérieur, Cunha shot sur le gardien d'Alaves et Félix revient pour la mettre au fond. Et ce qui est marrant, c'est que Cunha, je vous dis, il aime tellement le club et Félix que vous avez vu, il ne fait pas le dégoûter, il s'élève quand même malade alors qu'il vient de faire un raté monumental. Mais voilà, ça fait plaisir de voir les sourires, les actions et le doublé de João Félix pour son 8e but, je pense, de la saison. Mais voilà, quelle belle action, et ce qui nous permet de faire le break et emporter quasiment les 3 points à ce moment-là du match. Ouais, tout à fait, c'est là qu'on le fait, le break. Très bonne nouvelle, enchaînement de bonnes nouvelles. Enfin, l'Atlético qui arrive à s'en sortir. On va finir très rapidement sur les dernières actions avant de passer plus individuellement au top flop. On a malheureusement, il fallait une mauvaise nouvelle dans cette soirée. Qu'est-ce que c'était dommage. La sortie de Jiménez pour Felipe. Est-ce une blessure? Alors je vois que depuis le début de l'émission, on en parle dans le chat. Est-ce que c'est par précaution? Comme tu disais tout à l'heure, David en off, il nous a fait la même contre Manchester United. Il est sorti au match d'avant. Il y avait cette espèce de rumeur comme quoi il allait être absent des semaines et des semaines pour qu'au final il joue le match. Qu'est-ce qui va se passer mardi? On va reparler de Manchester City, mais est-ce qu'on aura Jiménez contre Manchester? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette sortie? Moi, je pense qu'on l'aura. Je pense qu'on l'aura. Je pense que c'est comme le changement de Lodi et de Lemar. Je pense que ce que veut avant tout Simeone, c'est garder un joueur par ligne de frais et surtout de capital. Lodi dans une forme monumentale, il faut absolument le garder. Lemar, qui se blesse toujours pendant les deuxièmes mi-temps, sera là au match. Et donc Jiménez, je pense que c'est un peu la même dynamique. Si on peut lui préserver 10 minutes de temps de jeu où il se blesse pas sur une fin de match avec des crampes nulles, tant mieux, on le fait et il sera là. Moi, je pense que c'était stratégique parce qu'il avait encore un changement de possible et il l'a fait. Ok, bah j'espère que tu as raison, parce que pour le coup, c'est vrai qu'il y a eu une interrogation, comme disait dans le chat, je remonte juste rapidement. Voilà, Kun, d'ailleurs, à sa sortie, Jiménez semblait s'en vouloir du but, ou alors il n'était pas content d'être remplacé, mais j'opte pour la première option. En tout cas, on espère qu'il n'y a rien de problématique par rapport à ça. C'est vrai que Wardem a peut-être raison, vu la fragilité de Jiménez, on l'aurait peut-être sorti plus tôt. En tout cas, on aura la réponse rapidement. De toute façon, on vous tiendra au courant, comme d'habitude, sur Twitter et Insta de l'évolution de cette blessure. Oui, après, faut pas, pour répondre aux commentaires, il faut quand même se rappeler que Simeone est très frileux quand il s'agit de sortir ses centraux. C'est vrai. Il fait pas ça souvent, voire même quasiment jamais. Donc je pense que là, connaissant la fragilité de Jiménez, il a fini par céder à la tentation de le faire sortir, alors que c'est quelqu'un de très frileux pour faire ça. C'est probable, et donc cette demi-mauvaise nouvelle se termine quand même, termine le match plutôt correctement, puisque les deux dernières occasions, c'est d'abord un superbe enchaînement entre Félix et Cunha. Le but devient anecdotique, mais une passe sublime encore une fois de Cunha, qui comptera certainement, j'en doute pas, dans le top flop pour un but de Suarez. Un cas d'école, messieurs, quelle entrée de Cunha, quel duo avec João Félix. Ça va rebattre les cartes peut-être pour les futurs matchs, on parlera de mardi certainement, mais le fait que Cunha soit de retour comme ça, quel plaisir, pas de temps d'adaptation, rien du tout. Je le mets en adéquation aussi, comme ça on termine le match, sur la dernière très belle occasion de Cunha, après la passe de Félix, c'est pas lui qui enfin, il n'y a pas de but, il n'y a pas de 5e but sur la dernière occasion, mais encore une fois, ils ont été les deux étincelants ce soir. Ouais, Félix se fait sécher. En plus. C'est incroyable pour le nombre de fautes qu'il subit jusqu'à la 92e et 59 secondes. Enfin, c'est incroyable. Tout à fait. Kun qui s'en va. Merci Kun, tu as été très généreux ce soir. Certainement l'homme de ce chat à n'en pas douter. Ouais. Moi, c'est mon top ce soir. Comme ça, vous connaissez, c'est Kun. Bon, je fais pas le top. Voilà, bon, parfait. On va pas rendre l'antenne tout de suite, mais on aurait presque pu. Non, on va tranquillement terminer sur le match. On va tranquillement terminer sur le match et puis je pense qu'on va pouvoir passer au top flop, les amis. Je pense que j'ai rien oublié sur le déroulé de cette rencontre qui a été forte en émotion au final. 4-1, belle victoire avec 5 buts à la clé. Alors, victoire, je pense que ce serait intéressant de commencer par les tops. Les amis, qui veut commencer? Est-ce que tout le monde a l'esprit clair? Qui veut y aller? Vas-y, Jayan. Je pense que Jayan veut commencer. Eh bah Jayan, on t'écoute. N'hésite pas. En top,
notre attaquant brésilien, Matheus Cunha, voilà, qui, voilà, donc c'était blessé à Levante, donc j'ai été chercher entre-temps, donc c'était la blessure à Levante, enfin la défaite chez nous 1-0. Donc ça fait quand même presque 2 mois qu'il n'a pas joué, son dernier match était en février. Donc voilà, il rentre, premier ballon, c'est lui qui va justement provoquer le penalty, justement. C'est là, il va vraiment faire tomber dans son piège, entre guillemets, Florian Lejeune, donc il provoque un penalty, quoi, quelques minutes après son entrée. On notera également l'action du 4e but où il est largement décisif aussi. Il fait un 1-2 avec João Félix. Vraiment, là, c'est le football, pareil, à l'état pur, tout simplement. Derrière, Luis Suarez va très bien conclure son action. Et vraiment, en 18 minutes, c'est-à-dire que voilà, le mec n'a pas joué depuis 2 mois. Et en 18 minutes, il montre qu'il n'a absolument rien perdu, qu'il n'a pas besoin de temps de réadaptation. On l'a vu, comme David l'a précisé, vraiment, il a vraiment toujours suivi le club. Vraiment, on sent que voilà, il avait à cœur de revenir, entre guillemets, la meilleure des manières, et il l'a fait en seulement 18 minutes. Voilà, alors oui, il y a un petit bémol, c'est l'occasion qui rate. Bon, je pense il peut faire mieux, hein, on est d'accord, mais voilà, ça n'entache pas quand même 20 minutes de très haute qualité pour Matheus Cunha. Il y a une action aussi à la fin, on en a parlé également, qui aurait pu, entre guillemets, décoller sur un but, mais voilà, très bonne rentrée de Matheus Cunha, et c'est vrai que là, Simeone, ça va lui rajouter une petite épine du pied quand même, dans le sens qui ne jouera pas forcément derrière Griezmann, João Félix, on verra bien. Voilà. Je pense qu'il sera clé mardi soir. On y vient, mais ça va être un joueur clé vraiment comme ça vers la 70e minute, s'il y a encore match. Cunha a vraiment un rôle clé à jouer. Et je pense qu'il jouera à Majorque, parce qu'on peut déjà parler aussi de Majorque. Mais entre 2 matchs comme ça de Ligue des Champions à haute intensité, c'est pas impossible que. Enfin, il le mériterait d'être titulaire voilà, dans les Baléares samedi prochain. C'est probable, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que potentiellement, même au-delà de Manchester City, son retour pouvait sérieusement rebattre les cartes. On parlait avec beaucoup d'assurance d'un duo Correa-Félix, ou en tout cas Griezmann-Félix quasiment assuré, une rotation comme ça quasiment assurée. Le retour de Cunha rebat les cartes, et tant mieux pour nous. En top, les amis, François? Allez, vas-y François, ton top. Pour une fois, j'ai tendance à aller chercher des tops abracadabrantesques à chaque radio. Pour une fois, je vais aller chercher l'évidence. João Félix. Ouais, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire plus que son nom pour expliquer à quel point il est... Ah, ça commence à devenir évident. Là, vraiment, il est fort. Là, on peut vraiment parler de réveil. En 2022, c'est le réveil de João Félix. C'est monumental. Là, en 10 matchs, je crois qu'il est à 7 buts et 3 passes D de Liga uniquement. Donc on est sur des stats benzemesques. Donc on lui souhaite de continuer, parce que ça nous arrange et parce que lui, ça l'arrange aussi, je pense. Et il est en train de prouver au monde entier du football qu'on peut jouer sous Simeone et performer en termes de buts et de passes décisives, au cas où, si certains en doutaient encore, parce qu'on a quand même eu pas mal d'attaquants prolifiques depuis Simeone. Donc je suis très content, très heureux pour lui. Il a démontré toute sa qualité quand il s'agit de contrôle, de vision du jeu, de passe, de tir. Il est partout. Il est même bon de la tête maintenant. Et voilà, les fautes qu'il subit, il s'en sort beaucoup mieux. Avant, il prenait vraiment des cartons. Maintenant, ça lui arrive de s'en prendre, mais je trouve qu'il les gère mieux. Il arrive plus facilement à provoquer des petites fautes que des énormes fautes. Et je pense que c'est bien aussi pour qu'il soit protégé. Donc non, un joueur ô combien complet et qui, je pense, nous rend tous heureux. Mais pour être un grand joueur de football, François, il faut aller dans une équipe qui s'appelle João Félix. Il faut aller à Manchester City, faire des 1-2, marquer des trentaines de buts. Enfin voilà. Ça, c'est aïe, il répond aux détracteurs. Évidemment, pour ceux qui... Et certaines personnes qui peuvent être visées, je pense, ces personnes-là se reconnaîtront. Ouais. Non, mais c'est vrai que oui, ça devient presque anecdotique. Oui, João Félix doit changer de club pour s'épanouir. C'est vrai qu'il n'est pas épanoui. Il marque à chaque match, il fait des passes décisives tout le temps, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Que lui faut-il? Bon, David, on va t'écouter sur ton top. Donc on a pour l'instant, on a Cunha, on a Félix, et puis... Ouais, c'est normal que Félix et Cunha soient cités devant lui, mais pour le récompenser, je trouve que ça reste une légende de la Liga, donc Luis Suarez. Luis Suarez en top, parce que je trouve qu'il a quand même un moment clé dans ce match, c'est 1-1, et il doit tirer le penalty et le mettre. Vraiment, c'est quand même un but assez important pour rassurer vraiment cette avance sur la 5e de Liga. Et il le met de manière assez nette, et je pense que c'est assez volontaire.
je pense qu'on n'avait pas encore vu un penalty aussi central de Luis Suarez depuis 1 an et demi. Et là, on voit que c'est clair. En plus, le gardien adverse, voilà, je trouve qu'il s'est pas trop mal placé. Il a vraiment choisi un côté. Il est resté debout. Et Suarez, vraiment, au dernier moment, il la met au milieu. Donc, super but de Luis Suarez. Je trouve que son petit doublé, là, vraiment à la fin, magnifique. Un petit extérieur du pied. Et je le mets en top aussi parce que voilà, j'aimerais bien voir la stat exacte. Le commentateur ici d'Eleven en Belgique disait 350 buts en club. Eh bien non, moi je pense que c'est 450 parce que j'ai vu les chiffres, j'ai pas encore fait l'addition exacte, mais il est au moins à 450 buts en carrière de club, Luis Suarez, sans compter ses buts forcément en sélection. Mais voilà, je trouve que Luis Suarez, s'il pouvait rentrer comme ça aussi bien lors de bouts de match, eh ben, il aura encore rempli encore plus son contrat. Rappelons qu'il a 11 buts en Liga. S'il atteint la barre des 15 après avoir fait les 21 de la saison passée, eh bien, c'est très bien. 2 ans comme ça avec un joueur en fin de carrière, ben, c'est quasi parfait. Alors, David, c'est bien 350. C'est bien 350 et Ah 35 ouais. buts en sélection. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des chiffres sur Wikipédia. Mais ouais, ok, ça m'étonne pas alors que ça soit 350. Mais c'est monstrueux quand même. Je pense que le ratio. C'est monstrueux, oui, c'est absolument monstrueux. Il a Le fait ça en ratio, 573 matchs professionnels, mhm. Le plus ratio est dingue. 549 titulaires. Donc c'est rationnel. Ouais. C'est quasiment irrationnel comme statistique. Ouais. C'est pour ça que quand je dis légende de Liga, c'est justifié. Hein. Il y a pas de doute. Ah oui, évidemment, bien sûr. C'est pas le numéro 9 avec Benzema, forcément, du 21e siècle, c'est sans doute lui. Oui, ce qui est assez fort, c'est ça, c'est qu'il arrive quand même après une Coupe du Monde 2014 où il y a eu des gros soucis par rapport à ça. Il joue pas pendant un moment. Et puis malgré tout, il s'adapte très vite. Il marque but sur but. Ouais, Puis je il pense qu'au arrive. Barça, le ratio il est infernal. Hein, parce que Oui. moi, je sais bien que c'est pas Atletico, mais c'est 198 buts en 250 matchs. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est ça, c'est une carrière fabuleuse et une fin de carrière peut-être pas forcément à l'image d'une immense légende du football, mais qui fait le travail. Et c'est vrai que. J'aimerais bien, en fait, pour ne pas l'oublier, en fait, sur cette deuxième saison. C'est clair que la saison du titre, on le retiendra tous quand on fera des débats dans quelques années, etc. On citera Suarez, mais j'aimerais bien qu'il mette encore un but très important pour l'Atlético lors de cette saison. Donc, c'est-à-dire un but en Ligue des Champions, en fait, parce que voilà, en championnat, je pense pas qu'il y aura encore des buts aussi importants qu'il a mis l'année passée. Donc, voilà, l'Atlético ne sera pas champion, mais allez, au moins un but décisif pour l'Atlético en Ligue des Champions, histoire qu'on ait un gros souvenir de lui encore sur cette deuxième saison. Ça serait cool, quoi. Et pourquoi pas à l'extérieur en plus pour briser cette forme de malédiction qui serait encore plus fabuleux. Ok, bon bah écoutez, Félix Cunha Suarez, je savais que ça allait tourner autour de ces trois offensifs là. Moi pour changer très rapidement sur le top, j'aimerais faire assez largement l'utilisation des couloirs. Forcément ça va pencher à droite sur le but de Félix, mais même si dans l'axe vous avez cité les trois principaux, ça a été très efficace. On a encore une fois indéniablement cette utilisation des couloirs. Lodi sur le côté gauche qui a failli délivrer une passe décisive très très rapide si, je l'ai dit au tout début, Lemar aurait peut-être été mieux placé. Et puis Versalco qui est auteur de cette passe décisive superbe sur le but de Félix. Eux aussi ont compté. Alors certes, ils ont fait quelques petites erreurs de temps en temps, mais encore une fois, on retrouve cette utilisation des côtés toujours aussi important sous Simeone. Ouais. Voilà, il va y avoir des opportunités. On reparlera de City. Mais Ruben Dias est annoncé absent. Peut-être y a-t-il des opportunités à aller chercher comme ça. On verra. Mais en tout cas, c'est vrai que les côtés, les centres en ce moment, c'est super efficace et on l'a vu aujourd'hui. Vraiment très prolifique. Ouais. Et d'ailleurs, ton top est appuyé par les statistiques puisque la position moyenne des joueurs de Alaves forme un triangle dont le attaquant est la pointe. Donc vraiment, c'était la meilleure stratégie possible contre l'organisation. Donc ça a été très bien vu par Simeone. Donc voilà, encore une fois, une super préparation. On a eu dans le chat Raphaël qui nous dit top Simeone. Effectivement, encore une fois, ça se défend par rapport à l'ensemble des éléments qu'on a développés aujourd'hui. Ouais. Ça va peut-être être un peu plus difficile parce que c'est vrai qu'on en a parlé pendant le débat. Peut-être difficile de sortir un joueur moins bon qu'un autre. Encore une fois, le top n'est pas forcément un joueur. On va reprendre le sens qu'on a pris tout à l'heure, Jayan. Ton flop, si flop il y a, est-ce facile ou non? En tout cas, on t'écoute sur le sujet. Oui, alors je vais pas parler d'un joueur parce que là honnêtement, c'est compliqué de mettre un flop quand même quand on gagne 4-1, même si tout n'a pas été essentiellement parfait. Voilà, c'est compliqué de retenir un joueur. Mais voilà, moi je vais te parler de l'arbitrage parce que voilà, c'est un peu facile à dire comme ça, mais
voilà, l'arbitre qui vraiment a fait des erreurs dans les deux côtés. Encore une fois, il n'y a pas de, voilà, contrairement à ce que peuvent penser Beansport et leurs deux commentateurs Joss et Bravo, il n'y a pas de, on est favorisé ou ils ont été favorisés ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, voilà, comme je disais tout à l'heure, le premier carton jaune dans un match où il aurait dû en avoir au moins 5-6 a été sorti à la 72e minute. Il y a des erreurs, donc bon, le carton rouge que Versalco aurait pu prendre, il aurait pu le prendre. Il y a eu des tags vraiment très violents de la part d'Alaves, sur Félix et Lemar notamment, où je ne comprends pas, ça a été soit pas sifflé, soit ça a été une faute, mais lambda, alors que ça méritait jaune pour beaucoup de fois. Enfin bref, voilà, c'est quand même dommage de voir ça, mais bon, à part ça, voilà. Ok. Je suis d'accord. Ok, voilà, je dirais que c'est le plus évident ce soir, les gars. Oui, clairement, on a vu un Ruben Duarte qui était littéralement à la baisse un terroriste. Genre vraiment, il n'y avait pas d'autre mot. Il a même attaqué ses propres coéquipiers, notamment sur le tacle sur Lemar. Donc, ouais, dans le public. Donc, ouais, l'arbitrage est le plus simple. Après, si je peux rebondir du coup pour mon flop, Vas-y, bien moi, sûr. je vais quand même mettre Verchalco. Parce que effectivement, il fait une passe D, il est dans les bonnes combinaisons, il relance bien. Mais sa faute, qui aurait dû être un rouge, n'aurait jamais dû exister. Et ça, c'est une faute de concentration terrible que tu n'as pas le droit de commettre à haut niveau. Et moi, ça, je lui en veux parce que le fait qu'il la fasse prouve qu'il est capable de la refaire. Donc, je suis pas rassuré de savoir que, par exemple, lui pourrait être titulaire face à City. Parce que face à des ailiers un peu plus vifs que ceux d'Alaves, ça peut faire mal pour lui. Donc voilà, moi je le mets en flop parce que c'est des erreurs qui te ruinent un match et ça aurait dû nous le ruiner. Il a eu de la chance, ça aurait dû nous le ruiner. Donc voilà, c'est lui que je mets en flop. Il aurait eu rouge, on l'aurait tous mis en flop. Ok, ouais, ça s'entend effectivement sur le scénario du match, ça aurait pu tout changer. David, est-ce que tu en as un différent? Ouais, je comprends. Versalco logique, hein. Vraiment logique, celui qui a été un peu en dessous des autres, vraiment, enfin en dessous sur les 90 minutes. Alors moi je dirais qu'en flop, je rebondis sur une analyse que j'ai eue, c'est le début de la deuxième mi-temps avec les situations. Voilà, le flop c'est les situations où certains de nos joueurs sont dos au jeu, comme Kondogbia et De Paul, et là il manque un petit peu de talent, vraiment. Herrera le fait très bien par contre, quand l'intensité n'est pas forcément au rendez-vous, il arrive à se retourner très facilement, vraiment il a le jeu de corps pour. Mais aujourd'hui, voilà, c'est les situations où ils avaient le ballon dos au jeu, le jeu, enfin, vous aurez compris ce que je veux dire, je suis un peu fatigué, et qui a le pressing adverse. Là, on a perdu, on a déconnecté. Vraiment, là, on a déconnecté sur 2-3 actions consécutives où voilà, on avait le ballon dos au jeu et la passe en un temps n'est pas arrivée. Elle a même abouti sur des joueurs d'Alaves. Et face à ces situations-là de pressing, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de maîtrise. Il manque un peu de talent pour sortir de là. Et tout, voilà, ma réflexion par rapport à mardi soir, où là, ça sera des joueurs qui sont encore plus vifs et plus précis dès la récupération du ballon. Et donc ça me fait peur, évidemment, pour la Ligue des Champions, quoi. Mais voilà, sinon, voilà, à part c'est vraiment ces grandes faiblesses-là aujourd'hui, voilà, il n'y a pas trop de flop à situer, je trouve. Ok, ouais, non, mais c'est vrai on est assez d'accord. Alors, il y a une question de Tarquet qui nous demande Cholo mettra-t-il Coquet titulaire contre City? On arrive sur City dans quelques instants. La réponse dans quelques minutes. Voilà. Flop, Jiménez. On nous parle de Jiménez, on nous parle de Savic. C'est vrai que le chat est assez dur avec la défense ce soir, mais je peux l'entendre encore une fois parce que c'est vrai que sur le but, il y a quelques erreurs et de temps en temps. Bon, moi pour vous rejoindre, c'est vrai que c'est pas forcément super original, mais je vais rejoindre aussi ce que dit Ed52, ce que toi aussi tu dis, David. Moi, j'ai mis les 20 premières minutes de la seconde période de manière générale. C'est vrai que ça englobe beaucoup de choses que tu as dit. Oui, encore une fois, voilà, je vais pas paraphraser. Ces 20 minutes-là contre City, c'est quasiment un but encaissé, assuré, s'ils sont dans une belle soirée. En plus, à Manchester, il y a de fortes chances que ça fasse mal, donc attention à ne pas reproduire ce genre d'erreur. Changement peut-être va-t-il y avoir. Voilà, donc ce sera des vraies interrogations qui se poseront. Alors, possible de voir Royce titulaire mardi ou Simé nous fera encore stresser. Quelle transition, Thomas, merci à toi. Je pense qu'on peut s'arrêter sur le top flop. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas changé l'écran. Tu vois, le professionnalisme n'est pas là encore, les amis, hein. Vous voyez que bon, c'est pas grave, vous avez bien compris qu'on était passé au top flop. On va passer maintenant qu'il est terminé ce top flop sur transition parfait, le débat athlétique. Alors, le débat athlétique ce soir, il est très simple. On va parler justement, on en a parlé pas mal de fois, on est tourné autour quelquefois de ce match face à Manchester City. On ne l'a pas oublié après cette belle victoire et ces 3 points qui, pour conclure sur ce match, nous permettent pour l'instant d'être 3e de Liga en attendant le match
du Barça demain contre Séville, voilà, qui a encore pas mal de matchs à compenser. Donc voilà, ce podium-là, pour l'instant, je pense pas qu'on va s'y accrocher comme étant une réalité absolue. On en reparlera déjà beaucoup plus demain. En tout cas, le match qui nous attend maintenant, il est mardi 5 avril à 21h. Match aller à Manchester. On sera de nouveau là pour le débriefer, mais avant, voilà, on va parler de notre avis rapide. Vous aussi, le chat, vous pouvez nous le dire. Est-ce que vous êtes confiant, pas confiant? Vous, les amis, quelles sont vos sensations, David, Jayan, François, dans l'ordre que vous souhaitez? Bah, ça va être chaud. Hein. En vrai, ça va être compliqué. Enfin, honnêtement, en termes de, je parle bien en termes de probabilité. Hein. Les deux rencontres ont un à voir, mais jamais un peu au moment quand on a affronté Liverpool, c'est un gros morceau. City, ça va être très compliqué. Là aussi, ça va être la chance qu'on a, c'est vraiment de jouer le match aller là-bas à Manchester, parce que si, admettons, on perd, allez, 1-0, 2-1, même 2-0, allez, encore, je vais peut-être loin, mais on peut, voilà, au retour, avec une ambiance de folie, avec quelque chose de un petit peu surréaliste, on peut faire quelque chose. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre à une qualification facile, ça va être compliqué, donc voilà, honnêtement, ça va être chaud quand même. Ouais, les gars, d'accord avec ça par rapport à la comparaison du contexte liverpoolien, si je puis me permettre? Bah, c'est vrai qu'il y a une mise sous pression par rapport à ça et on peut espérer tomber sur un City un peu plus prudent dans ses dépenses physiques. Après, pour autant, ça reste Manchester City. Ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, contrairement à la Première Ligue. Donc, je pense qu'ils ont aussi énormément envie de gagner contre l'Atlético et de passer au niveau supérieur. D'autant qu'ils sont allés en finale la saison dernière, donc ils doivent l'avoir un peu mauvaise. Donc, non, je pense qu'on aura un très bon City en face. Après, pour autant, comme c'est l'expression consacrée dans ce genre de match, c'est une opposition de style. Donc rien n'est fait parce que c'est pas par exemple un Leipzig qui va essayer de faire le même football que City en moins bien et donc va perdre. Là on est sur deux footballs tellement différents dans la manière d'approcher les matchs que on peut s'attendre à tout. C'est à l'Etihad, je me fais pas trop d'illusions. Si on s'en va avec un nul, je serais très très heureux. Ok, David, d'accord avec ça? Oui, donc tout est, on va dire, réuni pour créer un exploit. Donc déjà, une des premières conditions, c'est d'avoir un effectif assez conséquent, c'est le cas. C'est cool parce qu'arriver avec un effectif assez décimé comme à Old Trafford, je rappelle qu'à Old Trafford, il n'y a pas eu de changement avant la 80e minute. Hein, et encore, c'est Coquet blessé qui sort, hein, sinon il n'y a pas de changement. Voilà, il faudra des changements, il fallait Cunha, etc. Mais bon, ça, ils sont là, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis oui, on craint tous Manchester City parce que je sais pas comment encore le match va se passer. J'hésite encore. Est-ce que City va mettre toute la gomme dès le début ou alors ils vont attendre un petit peu que l'Atlético se fatigue, etc. pour reprendre en deuxième mi-temps. Je ne sais pas. Et puis moi, ce qui me fait un petit peu espérer, c'est qu'ils ont un calendrier beaucoup plus difficile avec le match décisif quasiment pour la Première Ligue quelques jours après. Et donc jouer à haute intensité l'Atlético puis haute intensité à Liverpool pour arriver au Wanda ensuite avec peut-être un peu moins de force, je sais pas. Donc City doit calculer, hein, vraiment Guardiola doit calculer, doit faire des bons choix, etc. Et voilà. La Titi est méfiant forcément, mais Manchester City a beaucoup de questions vraiment à se poser et il va falloir faire les bons choix côté Guardiola. Hein, vraiment. Mais Donc, David, lui aussi, il doit un petit peu se tirer les cheveux, vous voyez ce que je veux dire. ça. Mais après, je rebondis sur un truc, c'est que tu vois, là où tout à l'heure j'ai dit que la chance qu'on avait, c'était de jouer le match retour chez nous, c'est dans le contexte justement où ils vont enchaîner. Un match à haute intensité chez eux, puis Liverpool. Si admettons, voilà, sans manquer de respect, parce que la Première Ligue, c'est comme un championnat quand même très relevé, même pour certains relégables et tout ça, s'ils avaient joué des adversaires plus abordables et que genre ils avaient, je sais pas moi, une avance de 12-13 points en Première Ligue, j'aurais peut-être pas forcément dit la même chose pour une raison, c'est que City, historiquement en Ligue des Champions, enfin historiquement sur les 10 dernières années en tout cas, ils ont vraiment l'habitude de parfois plier rapidement leur match aller. Et honnêtement, plier un match aller entre guillemets chez eux, ça peut être potentiellement plus facile de mettre un 3-4-0 chez eux qu'à l'extérieur. C'est ce qu'on marque dernièrement. Donc voilà. Mais dans ce contexte-là. Après, il le pliait pour te rassurer, il le pliait. Vous m'entendez là parce que je sais pas si ça s'affiche en vert. Oui. Là, c'est bon. Ouais. Donc je disais, ils arrivent à plier facilement en huitième de finale, mais en quart de finale, il n'y a pas d'exemple flagrant. D'ailleurs, c'est au stade des quarts de finale où ça bloque souvent un petit peu. Je rappelle qu'ils
ils l'ont passé seulement ce cap l'année passée, lors de la saison 2020-2021, face à Dortmund. Et ça s'est pas passé comme sur des roulettes, hein, puisque Dortmund n'est battu que 2-1 à l'Etihad, et au match retour à la mi-temps, Dortmund est qualifié puisqu'il menait 1-0. Après, City a renversé, si vous voulez, la situation, ils sont imposés 1-2, mais voilà, c'est que l'année passée qu'ils ont passé le premier cap des quarts de finale, et City n'a jamais, mais en grand jamais, déroulé en quart, puisqu'avant c'était que des éliminations. On s'en vient Lyon, Liverpool, Tottenham, Monaco. Monaco c'était même en huitième. Mais voilà, mais c'est une plus grande équipe, hein, plus expérimentée forcément. Et donc là ils sont à maturité, on peut le dire, ils sont à maturité. Et voilà, moi je pense que le match, on sait comment il va se passer, c'est City qui va le dicter. Il dépend en fait ce match que de l'Atlético. Est-ce que ça va être un très bon Atlético qui va donner du fil à retordre? Mais si c'est un Atlético vraiment un peu en dessous de City, bah City va logiquement se qualifier, comme la logique qui est souvent respectée au terme des quarts de finale, c'est le favori qui passe. Alors la transition encore une fois est parfaite, justement. Cet Atlético, ça va dépendre, ce comportement-là de l'Atlético va forcément dicter aussi le scénario du match. Quelle équipe vous attendez? Alors, sans forcément faire le 11 complet, vous pouvez le faire, mais par exemple par rapport à ce soir, changement, pas changement, même attaque, même milieu, que fait-on, que doit faire Cholo et que va faire Cholo en réalité? Juste une question que j'ai, Coquet est suspendu en Ligue des Champions ou pas? Non, du tout. Dans ce cas-là, moi je veux Coquet au milieu de terrain. Ils sont tous dispo, François, ils sont tous disponibles, les champions en parc. Donc Coquet au milieu, à la place de qui par exemple par rapport à ce soir? Moi, je le prends à la place de Kondogbia, en fait, tout simplement. Donc, on perd effectivement en capacité à avoir une sentinelle pur jus, comme on peut le connaître. Mais face à une équipe si technique que ça, il nous faut un joueur qui soit capable de pouvoir se retourner avec le ballon, de progresser un peu avec la balle, voilà, qui est capable de faire des efforts de ce type-là. On a vu que Coquet revenait bien ces derniers matchs. Je pense qu'il faut qu'il soit sur le terrain. Ok. Ouais, ça c'est ce que tu souhaites en 6, mais... Voilà, en fait, le terrain, Neymar, Coquet, Llorente, un petit peu comme l'année passée. À moins que tu mettes... du coup, tu mets... Enfin, c'est ce qu'on souhaite ici. C'est ce qui... Je pense pas que c'est ce qui va se passer, mais du coup, tu es obligé de mettre Versajko piston droit, François. Versajko, Llorente, tu mets Rodrigo De Paul après. Ok, ouais. Il y a toujours des solutions. Ok, ouais, les autres, si vous avez David, hein, par exemple. Moi, ce que je souhaite, en fait, c'est le même 11 qu'à Old Trafford. Sauf que forcément, Herrera, je ne sais pas s'il sera disponible, mais donc ça sera Kondogbia à la place d'Herrera, forcément numéro 6 en premier lanceur. Et donc finalement, on aurait des pistons avec Llorente à droite, parce que Versajko, avec sa prestation du jour, je ne pense pas qu'il jouera à l'Etihad. Donc il va mettre Llorente piston droit. Enfin, moi, je mettrais aussi Llorente piston droit. Et puis un milieu de terrain, comme à Old Trafford, Coquet, Kondogbia à la place d'Herrera, et De Paul, même si voilà, De Paul, j'ai vraiment des doutes, mais... à moins qu'ils mettent Lemar, je sais pas. Moi, je tenterais aller Lemar quand même. Lemar, Coquet, Kondogbia au milieu de terrain. Ok, Jehan, toi de ton côté, est-ce que tu rebondis? Je vais quand même faire participer. Attention, j'ai oublié, excuse-moi Mathieu, j'ai oublié de clôturer. Petite surprise que je souhaite en attaque mardi, c'est Félix Cunha. Oh, ok. Félix Cunha en attaque. Est-ce que ce sera ce que fera Cholo? La cote est élevée, à mon avis. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est ce que je souhaite, du moins. C'est ce que je souhaite. Tout à fait, parfait. Jayan, ouais, je vais t'interroger en rebondissant sur ce que dit le chat, notamment Raphaël qui nous dit tenue de gala avec Kondo, Coquet, De Paul. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu nous fais? Parce que c'est vrai que le gros chantier, il est au milieu. Quoique David a soulevé la question de l'attaque. Voilà, qu'est-ce que tu ferais, toi, pour mardi? C'est vrai qu'honnêtement, c'est compliqué. Moi, honnêtement, je sais pas. Après, voilà, Coquet est revenu bien. Le dernier match, il a joué. Donc, forcément, s'il n'y avait pas eu ce match-là, j'aurais dit Kondogbia, quoi qu'il arrive. Peu importe les circonstances et l'adversaire. Maintenant, c'est vrai que ça porte quand même un petit peu à débat. C'est vrai que là, il y a beaucoup de possibilités, entre guillemets. On a quand même beaucoup de joueurs à ce poste-là. Donc, au milieu de terrain, c'est compliqué. Honnêtement, je mettrais quand même Coquet quand même. Voilà, je pense qu'il y a moyen, il revient bien. Donc, parce qu'un Coquet qui est bon, voilà, hein, ça fait largement le taf. Après, je mettrais quand même Lemar. Je laisserai Lemar. Llorente, c'est pareil, je mets à la place de Versalco. Pour le coup, je pense pas que laisser Versalco soit une très bonne idée face à Manchester City. Donc ouais, honnêtement, même moi, dans ma tête, je suis encore un petit peu confus sur qu'est-ce qu'on peut faire. Vraiment, tellement il y a de possibilités. Mais déjà, Lemar, Coquet, c'est sûr. Après, Kondogbia, ou je sais pas, ou De Paul, je sais pas. Ok, beaucoup d'incertitudes hein, quand même. Hein. C'est marrant parce que ce soit dans le chat, toutes les personnes ne sont pas forcément d'accord et je peux le concevoir. Et même nous, vous voyez que
J'ai pas forcément d'avis arrêté sur la question. J'ai tendance à rejoindre David sur le côté de stabilité vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire tenter, pas forcément un copier-coller, mais de reproduire certaines belles choses qu'on a pu voir à Old Trafford. Ça me plaît pas mal, puisque effectivement dans le chat on nous disait aussi que même s'il y a de fortes chances qu'on joue pas de cette manière, l'Atleti a moins à perdre finalement que City dans ce match. Et jouer comme il sait le faire, voilà, sachant que on a encore quelques interrogations sur ce que va faire Guardiola, puisqu'on le connaît, le Pep en Ligue des Champions, capable de nous sortir de son chapeau une composition inédite, et puis que ça marche plus ou moins en première période. Est-ce que finalement ça peut pas être ça la clé, essayer de marquer en premier pour justement solliciter le plus possible une équipe un petit peu perdue. Ouais, Justement, Mathieu, pour marquer en premier, il faut attaquer tout de suite la profondeur sur les possibilités. Et là, il n'y a que Cunha pour jouer de cette manière avec l'Atlético. C'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant. On peut pas, oui, c'est ça, on peut pas jouer que Suarez en profondeur, hein, inutile de le démontrer. Même chose, Griezmann, c'est pas un joueur de profondeur, hein, c'est un joueur maintenant entre les lignes, etc. Même si voilà, Griezmann lancé à l'Allianz Arena en 2016, c'est super, mais voilà, je pense que pour attaquer la profondeur et si on veut marquer vite, il va falloir jouer avec Cunha en fait. Ouais, mais moi la Corée, super sub. Corée. Je te taquine. Mais voilà, ça sera pas comme ça, mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Ça serait pas une mauvaise idée, on va parler au conditionnel, de mettre Cunha titulaire vraiment pour aussi profiter de la lenteur de la défense centrale de City. C'est pas des flèches en défense centrale Manchester City. Laporte, on l'a vu contre Tottenham, il avait pris l'eau. Stones non plus, c'est pas une flèche. Mais voilà, c'est vrai que marquer très vite, ça pourrait aussi rassurer et faire baisser la pression tout de suite. Et puis surtout que c'est l'habitude de l'Atleti en ce moment, c'est souvent Félix qui le fait, mais voilà, là on va avoir un problème de gala, c'est vrai que Raphaël nous le dit, l'expérience d'Antoine peut être clé dans un match comme celui-ci, donc on a Griezmann, on a Cunha, on a Correa, on a Félix qui est en très grande forme, problème de riche certainement dans ce match, mais en tout cas, grosse incertitude. Je pense qu'on peut conclure sur cet avant-match et aussi sur cette radio qui commence, mine de rien, à être sacrément complète. Minuit 20, les amis, vous êtes encore assez nombreux, merci beaucoup. Là. Non, mais pour revenir sur le 11, pour le clôturer, ça sera, je pense, et puis on fera les pronostics. Je sais pas si tu voulais l'annoncer, mais le 11, en fait, ça sera celui d'Old Trafford, certainement, avec Kondogbia à la place d'Herrera en 6, donc De Paul, Coquet au milieu. Et derrière, les 3, sauf si Jiménez, voilà, aujourd'hui, est sorti un blessé, on verra. Sinon, ça sera Felipe, hein, évidemment. Ça me fait peur. Ouais, mais Felipe en bloc bas. Les gars, ça peut le faire. Ah oui, bah oui, Liverpool 2020. Liverpool 2020. Ça peut le faire, ça ne passe pas. Oui, David. Felipe 2020 en bloc bas. Mais Felipe 2022, en bloc ce que tu veux dans n'importe quelle situation, je ne suis pas rassuré. Peut-être qu'il va, éclair de génie, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que Felipe n'est absolument pas en confiance. Il sent bien qu'à chaque performance qu'il fait, c'est pas quelque chose d'abouti. C'est pas en général où on se prend plus de buts qu'autre chose. Donc si Felipe, je pense qu'il va pas. Enfin, je suis presque te dire, il va un petit peu paniquer. Attendez, les gars, on n'a pas pensé à un truc, mais ça relance le débat. Si Simeone a trop peur de Felipe, il mettrait peut-être Kondogbia dans la défense à 3 derrière. Et donc, du coup, ça relance un milieu de terrain. Oui, la fameuse défense contre Porto, Versalco, Kondogbia, Hermoso, bien sûr. Non, je pense que c'est un bon débat. Oui, mais c'est vrai que en fait, il y a plus de certitude qu'on ne laisse le croire, parce que Cholo, il sait où il va en ce moment. On a justement la chance, je dirais, d'aborder ce match dans la phase où on est le plus régulier, que ce soit dans les 11 ou dans les résultats. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est la 6e victoire consécutive de l'Atlético en Liga. Et voilà, et donc, si Felipe va jouer, on peut déjà commencer à prier pour avoir une petite chance. Bon, on voit que la confiance n'est pas parfaite encore chez les supporters, mais bon, en tout cas, on verra ça. On restera de toute façon dans une certaine forme d'incertitude avant, certainement lundi ou mardi, quand les compos probables apparaîtront. Pour terminer, dis-moi, François, excuse-moi. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est quelque chose qui va nous permettre de faire déjouer les plans de ce cher Guardiola. Il y a des chances, et puis on connaît les confrontations Guardiola-Simeone, ça risque encore d'être très intéressant.
Pour terminer, j'aimerais quand même qu'on se joue sur les petits pronostics. C'est très difficile, on est samedi seulement, mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à un éventuel score finalement pour ce match aller à Manchester? Je le rappelle, mardi 5 avril à 21h. On peut reprendre l'ordre du top flop. Giant, est-ce que tu as un prono pour ce C'est match? déjà dans moins de 72 heures. pense. C'est déjà très bientôt, Je pense. effectivement. Je pense qu'on perdra 2-1 à l'Etihad Stadium et que tout sera à jouer au match retour. Voilà. On ouvrira le score, mais je pense qu'on finira par craquer par 2 fois et que malgré ça, on aura quand même un très très grand black. Moi, je vous le dis. Ok, donc 2 buts encaissés, un très bon black. Giant veut qu'on souffre, donc mardi soir. C'est ça. François, qu'est-ce que tu nous dis sur ton prono? Moi, j'ai pas trop pensé à un prono parce que ça reste quand même un match à l'Etihad contre un grand Manchester City, C'est il faut dur, le hein. rappeler. Donc c'est un peu compliqué. J'ai envie d'y croire, de poser mes couilles sur la table et de lâcher un gros score. Mais je sais pas. Je pense qu'il y aura des buts. Je pense que c'est un match où il y aura des buts. L'Atlético a une bonne défense mais va céder. Et je pense pour autant qu'on est capable de faire la différence. Moi je dirais 2-1 pour City. Ok, 2-1 City, donc 2-1 City, 2-1 City, 2 fois 2-1 City. David, es-tu le seul de pas voir la défaite ou est-ce que tu suis tes partenaires ce soir? Non, je pense qu'on va rester, on était tous d'accord au moment du tirage. Faut rester logique, 80-20. Et donc, du coup, je vais pronostiquer un 3-1 pour City. Mais, je peux vous dire qu'on ouvrira le score au match retour. La promesse est tenue. On a un volcan là. On a Oh. un volcan en feu là. Bien sûr. Moi, je pense déjà au volcan au match retour. Une défaite, certes, au match aller, mais remontable, c'est-à-dire pas un gros score. Donc 3-1 pour moi c'est le maximum vraiment encore s'il y a une mini chance au match retour, c'est 3-1. Si tu es battu au-delà de 2 buts d'écart, c'est terminé. Mais voilà, dans l'espoir où il y a le volcan qui entre en éruption, enfin vous voyez les liens, etc. au match retour, etc. Avec Oui. De toute façon, ça serait magnifique. qu'on se le dise, le volcan il va déjà rentrer en éruption avant le match, ne serait-ce qu'à l'accueil du bus, on les connaît ces images ça, avec les fumées rouges, etc. Dans le chat on a un 1-1 retour, 1-1 retour et 1-0. 3-1 si Philippe joue, merci à toi. 0-0, 20 arrêt d'Oblak, 3-1 pour City. 3-1 pour City pour Wardem, ouais, c'est vrai que bon. Écoutez, je vais me jeter à l'eau, je vais faire mon pronostic, vous me connaissez un grand optimiste, je vais vous dire 1-0 Atlético et je vais vous laisser là-dessus tout simplement. C'était tellement sûr. Mais oui, mais vous me connaissez, au bout d'un moment, je peux pas. Tu pourrais à 72e aussi? Oui, bien sûr, bon, pourquoi pas, moi je signe, alors là, des deux mains, il n'y a aucun souci. Non, je dis 1-0 parce que forcément, moi j'aime pronostiquer le meilleur scénario possible. Un Atlético qui parvient à défendre, tout à fait, qui parvient à finalement à appliquer son plan. Ça paraît assez peu probable quand une équipe aussi puissante et aussi forte offensivement que Manchester City, mais je pense que si on arrive à introduire le doute dans les esprits des Mancuniens, ça peut devenir intéressant. Effectivement, là je prends un pari qui est assez osé, je le sais très bien, mais voilà, moi je crois en la capacité à l'Atlético de revenir à la base même de son jeu et de faire finalement ce qu'elle a voulu faire contre Manchester United et d'y arriver. Donc voilà, j'espère en tout cas ça se passera. Ça passe par un grand black, hein, Mathieu. Ça passe par un très très grand. Ça passe par un grand black et pourquoi pas aussi une grande défense qui arrive à peut-être contrer des belles choses. Écoutez, Thomas, qui est plus optimiste que moi, dit-il, avec un 3-1 pour l'Atlético. Bah écoutez, voilà, j'ai ouvert des vocations, pourquoi pas. En tout cas, Thomas, si tu crois fort, pronostique ça maintenant, parce qu'à mon avis, la cote est importante. Bon, en tout cas, les amis, donc, on verra ça mardi. De toute façon, on se retrouve mardi soir à 23h. Voilà, j'imagine que David, tu reprendras ton poste. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir d'être avec vous. Voilà, c'était un plaisir pour moi, en tout cas, d'être. S'il y a grosse défaite, bon, j'espère pas du tout, mais on sera là mardi débriefer ça. Oui, même si à 4 ans, on sera là. Hein. Bien sûr. On On sera là dans tous les cas. Donc écoutez, c'était un plaisir, encore une fois, je réitère, d'être avec vous ce soir. Je vous remercie, François, Giant et évidemment David, et tout le chat d'avoir été là ce soir. Il est bientôt 00h30, vous êtes encore une vingtaine, c'est fabuleux. Merci à tous d'avoir été là. Et puis voilà, l'Atlético est 3ème de Liga pour le moment. On se retrouve mardi pour la Ligue des Champions. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit. Et puis à plus. À mardi. À mardi.